Bonjour Jamel Debbouze. Salut, Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. avec plaisir. Vous venez de passer 2 jours en Lorraine. Je viens surtout de me réveiller. Ouais. Ouais, parce que bon, je voudrais le signaler. J'ai des plus grands yeux que ça d'habitude. On dit l'heure qu'il est ou pas? Non. Mon soleil, il est 15h. Chacun son truc. Vous étiez 2 jours en Lorraine, d'abord à Nancy puis à Metz. Vous étiez hier soir face à 4000 messistes ou médecins. Ouais, je sais pas comment on dit exactement. Voilà. Alors vous êtes passé maître justement dans l'art de revisiter les mots et les expressions. Je voudrais savoir comment vous est venue l'idée de détourner la langue. Mais je n'ai pas eu l'idée de détourner la langue. J'ai subi. Je l'ai subi. Je l'ai subi. Je savais pas très bien parler. On m'a pas expliqué toutes les finesses de la grammaire française. Et c'est vrai que dans la ZEP dans laquelle j'étais, ça m'intéressait pas trop, tu vois, tu vois, j'ai dit pas très. Et j'ai fait de cet handicap une force. Une force. Ouais. Alors justement, messiste, médecin, c'est quelque chose que vous préparez avant ou c'est quelque chose juste avant de venir en scène? C'est venu comme ça, ouais. Oui, le médecin, ouais, c'est parce que j'ai en face de moi 4000 médecins, tu vois, c'est vrai. J'ai en face de moi 4000 personnes qui m'écoutaient et qui me permettaient de guérir d'une certaine manière. C'est un exutoire formidable de monter sur scène. Ouais. Et comme c'était un mess, c'est un bordel à chaque fois, il y a une espèce de connexion qui se fait, je sais pas d'où elle vient. Alors, je vous ai vu au Galaxy d'Amnéville lors de votre toute première tournée. Le public était alors constitué essentiellement de jeunes. Moi j'ai constaté, ce qui m'a marqué au Zénith et aux arènes, c'est que désormais il y a toute la famille dans la salle, vraiment, toute la famille, toutes les générations. Alors il y a l'ado, il y a les parents et il y a évidemment les déjà très célèbres sœurs de Troyes, Christiane et Sylviane, que vous avez mis sur votre profil Facebook. Ouais. Est-ce que c'est aussi votre sentiment que le public a évolué, a grandi avec vous, j'allais dire? La nouveauté vraiment de ce spectacle, c'est ça, c'est le public. C'est qu'effectivement, le spectre est de plus en plus large, j'en suis ravi. Il y a des gens ça va de 3 à 103 ans, j'ai l'impression. Et ça s'arrête jamais. Et c'est toutes les générations, toutes les couleurs. Et au fur et à mesure de mes spectacles, j'ai pu constater que ça s'ouvrait davantage. Je ne peux pas vous dire à quoi c'est dû, mais c'est un vrai plaisir. À quel moment avez-vous su que l'humour allait changer votre vie? Très tôt. Très tôt. Je pense à 6 ans déjà. À 6 ans, quand j'ai réussi à faire rire ce mec qui voulait me casser la gueule, je me suis dit que ça pouvait me rendre service. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Ouais, parce qu'effectivement, c'est une forme de communication qui est assez à part, quoi. On peut faire passer énormément de choses par une blague. Et tout le monde aime ça, c'est assez unanime. Tout le monde aime rire. Ah, vous n'avez pas attendu la polémique sur les quotas ni l'arrestation de DSK pour réagir à l'actualité, parler de politique, parler de la religion. Vous disiez mercredi soir à Nancy en taquinant le public qu'il ne fallait pas dire que vous votiez à gauche, par exemple. Moi, je voudrais savoir s'il y a des sujets que vous interdisez d'évoquer ou sur lesquels vous n'êtes pas inspiré. Il y a des sujets évidemment qui ne m'inspirent pas, ça c'est sûr. Mais non, je m'interdis rien. Je m'interdis absolument rien. Parfois, je me brime un peu quand j'ai affaire à des gens qui ont moins d'humour que d'autres. J'essaie de gérer la susceptibilité de certaines personnes. Mais sinon j'en ai rien à foutre. Je vais partout où ça me branche. Et où j'ai l'impression que c'est utile. Et surtout d'abord, où c'est marrant, quoi. L'inspiration, justement, Florence Foresti était en mai 2009, ici à Metz, face à nos lecteurs. Et elle disait puiser ses sketchs dans le quotidien. Et écrire sur son ordinateur à partir de ce qu'elle observait. Moi, je voudrais savoir comment vous développez une idée. Où est-ce que vous écrivez? Est-ce qu'il y a des lieux ou des endroits plus propices à l'écriture, à la création pour vous, Jamel Debbouze? Non, pas d'endroit. J'allais dire même pas de thème. C'est vraiment l'humeur dans laquelle je suis. C'est elle qui est le moteur ou non de mon inspiration. Vous le notez? Comment vous... Non, c'est vrai que je note pas beaucoup. Effectivement, je suis très curieux. Et puis de temps en temps aussi, j'ai plein de cahiers dans lesquels je note des choses, mais j'y reviens très rarement. Mais ça me prend en traître presque. C'est-à-dire que l'inspiration me surprend. Ouais. Je suis bien, je suis heureux, je suis détendu, la vie est belle. Il faut que je sois heureux, je pense, pour écrire, ça c'est sûr. Et une fois que je suis assez disponible,
une fois que je suis heureux pour moi, je suis assez disponible pour le reste du monde. Donc à ce moment-là, il se passe des trucs dans mon cerveau. Et quand ça vient, il faut que je gratte immédiatement, quoi. Mais je vous dis, il n'y a pas ni d'endroit précis, ni de méthode. C'est vraiment l'humeur dans laquelle je suis qui fait le reste. Sur qui testez-vous vos répliques? Est-ce que le fait de vivre avec une journaliste, ça modifie votre écriture? Le fait de vivre avec une femme, ça modifie votre écriture. Ouais. Ben oui, évidemment, parce que tu veux lui plaire. Alors tu mets le paquet. Et c'est là généralement que tu es le plus nul. mais c'est vrai que j'avais vraiment pas envie de la décevoir, donc j'ai redoublé d'efforts et de vigilance. Ça vous a mis une pression? Ouais, bien sûr. Ouais. Supplémentaire. Qui n'avait pas lieu d'être, hein, parce qu'elle était cliente. Mais je me suis mis une vraie pression. Effectivement, ça a modifié ma perception des choses sur certaines choses. Et j'ai pu, grâce à ça, me rendre compte, me connaître davantage, quoi. De voir que je n'étais pas figé et que de voir à quel point je pouvais être décontenancé dans les yeux de ma femme, ça m'a fait plaisir presque. Quel sujet ne vous donne pas du tout envie de rire en ce moment? Sujet qui ne me donne pas envie de rire. Moi, malheureusement, j'ai envie de rire de tout. Hein. C'est ça un peu mon problème. Moi, personnellement, laisse-moi une minute après qu'on ait trouvé ça grave et triste, par respect, tout de suite, j'ai une vanne. C'est plus fort que moi. Dans un cimetière, comme dans un cirque. J'ai envie et je peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui, ça c'est sûr. Vous jouez beaucoup sur votre sens de la répartie. Je pense notamment à Nancy, à un moment où vous trébuchez sur scène, et vous dites que c'est la faute de l'UMP. Je me souviens aussi d'un moment où il y a un cri strident dans la salle, et vous dites c'est une sorcière. Est-ce que paradoxalement, cette capacité d'improvisation, ce comique de situation dans lequel vous excellez, ce travail, j'avais posé la question à Gad Elmaleh, que vous connaissez bien, ça l'avait fait rire comme vous, et il m'avait dit, ouais, effectivement, il y a une trame, mais cette improvisation, paradoxalement, je la travaille. On travaille la disponibilité. Ouais. On travaille. Une fois qu'on est débarrassé du texte et du cérémonial, de la scène, et une fois qu'on a moins peur d'aborder les choses, parce qu'on a tous le trac, c'est un moteur formidable, le trac d'ailleurs, le doute. Et une fois qu'on s'est débarrassé de ça, je pense que on est suffisamment détendu pour prendre tout ce qui se passe. Moi, en tout cas, je viens de l'improvisation théâtrale, donc c'est vrai que c'est un outil que je travaille et qu'on développe tout le temps, tous les jours. L'écoute, en fait. C'est l'outil indispensable pour jouer. Et c'est vrai d'être réceptif à tout ce qui se passe. D'abord, ça me permet de faire du hors-piste, ce que j'adore. Et puis, souvent, ça peut paraître dangereux, mais c'est vrai que travailler sans filet, ça te donne une urgence supplémentaire. Ça te met dans une condition très particulière. Et de savoir que tu peux te planter, c'est intéressant, quoi. Bouleverser par exemple un JT de 20h et proposer un café au présentateur. Par exemple. C'était pas mal, ça, c'était rigolo. Ouais. Mais c'était la 81e ville de votre tournée, vous serez ce soir à Bruxelles, je crois. Comment le spectacle a-t-il évolué entre la première représentation et cette 81e, et quelle est la part d'improvisation, justement, vous avez un petit peu répondu, que vous donnez par rapport à quelque chose qui est écrit au départ? D'abord, il faut savoir que j'écris mon spectacle en improvisant. Je monte sur scène et je l'écris sur scène pratiquement. Au fur et à mesure, il s'enrichit. J'ai commencé par un spectacle qui s'appelle Jamel improvise. Ouais. Les gens m'excusent si c'est pas très abouti. Justement, le titre excuse le spectacle. Et c'est ce qui fait que je peux partir sur des directions complètement folles. Parfois ça paye, parfois ça paye pas, mais quand ça paye, je garde. Et au fur et à mesure, ça construit le spectacle et ça le nourrit. Je me souviens plus de votre question. C'était en gros quelle différence il y avait entre les premiers spectacles que vous avez donnés et ceux qu'on voit maintenant? L'humeur dans laquelle on est. Ouais. Vraiment, c'est ça qui fait tout. Au fur et à mesure. Alors, bien sûr, évidemment, il y a le texte et il y a ce que tu as envie de raconter. Je me suis pris la tête pour savoir si quelle direction je devais filer au spectacle et quelle trace j'avais envie de laisser. Et après, là, t'intellectualises presque un petit peu trop le truc. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire un spectacle où on glisse sur des pots de banane, où c'est juste rigolo. J'aimerais laisser des traces, c'est ça mon problème. Alors je me prends la tête. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que le texte est important, c'est une chose, mais
le sens que je veux donner absolument à ce spectacle, je le porte. C'est vrai, je suis politique. Un petit rebeu avec un bras dans la poche qui vient de la houler et qui fait le tour de la France, c'est politique en soi. Donc j'ai pas besoin de rajouter, j'ai fini par comprendre ça il n'y a pas très longtemps. Ça m'a beaucoup libéré parce que derrière, je me concentre uniquement sur l'humeur dans laquelle je suis. Si je suis bien, si j'ai vraiment envie de m'amuser, j'amuserai les gens, c'est certain, ça sera contagieux. Donc au fur et à mesure des représentations, je peux vous dire que ce qui a changé, c'est moi. Vraiment l'état dans lequel t'es, quoi. C'est primordial. Vous avez dit souvent dans les interviews que le succès, entre guillemets, vous rendait beau. Ouais, c'est Là vrai. maintenant, j'ai l'impression qu'en plus, vous êtes heureux à côté, il vous rend encore plus beau que beau. Comment on pourrait dire Ah, vous êtes sympa comme tout. Vous voulez me pécho, quoi. Non, parce que c'est vrai que j'ai de plus en plus de... Je suis de plus en plus détendu, de moins en moins... toujours aussi vénère, hein, ça je vous rassure, c'est sûr, je suis toujours aussi vivant. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu t'attaches à moins de choses et puis il y a des choses qui prennent de moins en moins d'importance et puis finalement, plus tu es détendu, plus les gens, plus le feeling passe, quoi. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une question de feeling que de beauté. Le fait d'être papa aussi, peut-être aussi. Ouais, ouais. Ce que vous dites dans le spectacle. Ouais, c'est vrai, voilà. Ouais, ça change absolument tout. Ouais, une fois qu'on est père, on n'a plus la même perception des choses, ça c'est certain. Léon, sa maman aussi sont omniprésents dans le spectacle. Je voulais savoir quelle est la vie d'un jeune papa en tournée. Comment vous gérez la distance et l'absence? Alors, j'ai beaucoup de chance, c'est qu'ils me rejoignent très souvent. Ouais, parce que sinon c'est très chiant. Ils me rejoignent très souvent, dès que je peux, je les rejoins. J'ai un problème qui s'installe de plus en plus, hein, je l'avais déjà, hein. Mais moi je préfère ma vie à mon travail. Et il est là le souci. C'est pas un problème? Ouais, je sais, mais pour ce que j'ai à faire en ce moment, si. Parce qu'il faut que je fasse le tour de la France et j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi. Ouais. Non, c'est vrai, je suis tellement bien à la maison que c'est toujours un peu une torture de laisser Léon et Mélissa à la maison. Mais ils me rejoignent, on se voit très souvent et puis la tournée est assez familiale. Mon frère est producteur, il vient avec ses gosses aussi. Molly, avec qui je travaille depuis 10 ans, il vient aussi avec ses gamins, donc tu vois, c'est une crèche ambulante, quoi. Vous parlez de la tournée, je voulais savoir, est-ce qu'on rit de la... Il y a un mec qui se balade de part et d'autre. Avec une caméra, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, vous le connaissez? Je sais pas. Vous le connaissez pas? La sécurité? Non, on va le laisser faire et puis on lui enlèvera la cassette après. J'ai l'habitude. C'est quoi ça? J'ai pas vu. C'est le journal, c'est le journal de ce matin. Ah ouais? Ouais. C'est cool. Oh, ça fait plaisir, je dirais ça tranquillement tout à l'heure. Et bah tu vois, ça c'est quand même... Tu te réveilles le matin, tu as un petit article, on parle de toi dans les journaux, souvent pour dire du bien. Ça c'est très très plaisant. C'est pas naturel du tout, hein, mais c'est très plaisant. Ça fait plaisir. Vous attachez de l'importance? Vous lisez ce qu'on dit tout? Eh ben, de plus en plus, oui. Ouais, parce que bizarrement, ce spectacle, c'est le spectacle qui a été le plus critiqué. Ouais. À Paris, on a démarré mollement. Pas parce qu'il est pas bon, hein, c'est mon meilleur spectacle. Enfin, oui, c'est mon meilleur spectacle. C'est celui. C'est mon meilleur spectacle parce que c'est celui d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, je raconte des choses qui sont, comme à chaque fois, qui me sont propres. Personnel. Ouais. On est tombé sur des gens des critiques qui se regardent écrire. Franchement, c'est pas pour dire que parfois quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ce qui était pas bon, c'était pas le spectacle. C'était moi qui étais flippé. Donc c'est vrai que de lire pour la première fois des choses pas positives, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai toujours été un peu porté par les gens, par les critiques, par tout le monde. C'est la première fois que je rentre un peu dans le dur. Bon, d'abord parce que l'outil médiatique a bougé. Tu vois, l'outil, que ce soit le net, on voit bien que tout le monde donne son avis sur tout et que pour faire sensation, illusion, il faut dire des choses méchantes ou en tout cas découvrir quelqu'un. Faire la polémique. Ouais, tu vois, soit tu découvres quelqu'un, soit tu en dis du mal. J'ai l'impression, je peux me tromper. Hein. C'est ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle façon de voir les choses, ça m'a un peu bousculé et c'est vrai que maintenant, je lis avec intérêt et les gens, ça me touche de moins en moins. Hein. Les critiques, les choses un peu pas constructives ou en tout cas sorties d'un chapeau, tu vois. Vous relativisez. Ouais, parce que grâce à Facebook, je suis en lien direct avec
mon public. 531 911 personnes. Oh, c'est super. Mais tu sais, ce qui est génial, c'est que, putain, c'est les gens dans la salle qui te donnent leur avis au moment où ils le vivent. En temps réel. C'est un truc de fou. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes, mais j'ai moins besoin de leur avis aujourd'hui parce que j'ai la température exacte de la salle. Alors évidemment, c'est que des gens qui viennent te voir et qui sont d'accord a priori. Mais ils sont d'accord un quart d'heure. Hein. Ils me laissent un quart d'heure. Si au bout d'un quart d'heure, je ne les ai pas convaincus, je te jure qu'ils se lèvent. C'est sûr et certain, ils ne me font pas de cadeaux. Ils restent souvent 2 heures et à la fin, ils m'envoient un petit mot pour me remercier, me dire qu'ils ont bien ri. C'est super. Ça, c'est une nouveauté, j'ai l'impression. C'est quelque super. chose que vous découvrez. Ouais, avec délectation. Ouais, cette espèce de réseau. C'est vrai, on est là et t'es pas obligé d'aimer, hein, loin de là, mais tu me donnes ton avis. Et j'ai un avis au moins concret, quoi. Et j'en fais ce que je veux, moi, derrière, mais je suis en lien direct avec les gens. J'ai l'impression, et c'est ça qui est formidable, hein, d'être en meeting, quoi. C'est vrai, je fais autant de monde que François Hollande. Ma parole. Attends, j'arrive dans des salles pleines, je fais mon truc et je repars. Il y a moins de monde dans certains meetings, quand même. De François Hollande. En général, dans les meetings politiques, il y a moins de monde. Ouais, sérieux. Putain, c'est extraordinaire, ça. Ouais, quand je prends du plaisir et que je vois que c'est contagieux, j'ai l'impression d'être utile. Est-ce qu'on rit de la même manière à Metz, à Marseille, à Nancy, à Paris? Est-ce que vous sentez une différence de public? Est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que vous le sentez? Évidemment. Mais évidemment. Metz, c'est pas Paris, Paris, c'est pas Marseille, Marseille, c'est pas Lyon. C'est des états d'esprit complètement différents. On dirait des tribus différentes, carrément. Je te jure. Hein. Chaque région est singulière. Il n'y en a aucune qui se ressemble. C'est complètement fou. L'état d'esprit, la mentalité. Et d'une manière générale, c'est vrai, il y a quand même il y a pas mal de points en commun entre les Français. Et moi qui prends cette température, je peux vous dire, alors qu'on nous dit tout le contraire à la télévision et dans les médias, la France n'est pas raciste. Elle est peut-être conservatrice et elle a peur parfois, et elle a des a priori, ça c'est certain. Mais elle n'a rien à voir avec ce que j'entends ou ce que je lis. C'est fou. Et oui, on ne rit pas de la même manière, on ne pense pas de la même manière, on ne réagit pas de la même manière au nord comme au sud, c'est certain. Est-ce que celles et ceux à qui vous avez donné leur chance dans votre théâtre à Paris, est-ce qu'ils ont modifié votre travail, votre écriture? Comment ils vous ont influencé? Non. Je les ai influencés, ça c'est super. Ouais. Mais quand je les ai influencés, je leur ai donné envie pour la plupart de faire ce métier. Ouais. Mais si la seule chose qu'ils m'ont filé, c'est la gouache. Une gouache, une espèce de nervosité que j'avais déjà, hein, mais qui, voilà, ils entretiennent ça. Il y a du monde au portillon, et puis c'est vrai que il faut toujours être original. Pourquoi je vais monter sur scène si c'est pour dire la même chose que les autres? Qu'est-ce que j'apporte de plus? Pourquoi tu vas venir et payer un billet pour aller voir un mec? C'est pour passer du bon temps évidemment, mais j'ai besoin de leur... J'ai le sentiment que il faut que j'ai le sentiment qu'ils repartent avec quelque chose. Vraiment. Vous allez voir n'importe quel spectacle sur le net, vous vous en rappelez pas. Même si c'est... ça peut être n'importe quoi, vous vous en rappelez pas. Vous allez voir n'importe quel spectacle pourri, vous vous en rappelez toute votre vie. Et si tu peux laisser, deux, trois outils. Voilà, je vais être concret. Récemment, il y a un mec à Montpellier qui est venu me voir et qui m'a dit: vous m'avez donné envie d'arrêter de voter Le Pen. Ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait ce spectacle pour ça. Pas pour ça, mais je vous jure que ça m'a rempli. J'ai l'impression on n'a pas de solution à apporter, on pose des questions, c'est ça notre travail. On espère faire changer les mœurs, on espère. Et les mentalités, on sert à ça. Et quand ça arrive, c'est formidable. Alors, je change de registre. Vous avez lancé en début de semaine votre usine à film amateur, oui, à Cannes, avec Michel Gondry. Vous avez été absent un long moment des salles de spectacle. Est-ce que vous pourriez, vous avez déjà répondu en partie, est-ce que vous pourriez finalement vous consacrer qu'au petit et au grand écran et vous passer de la scène, ou alors c'est quelque chose qui viscéralement est en... Non, je m'en suis aperçu, je pensais. Salut Fansté. Je pensais que je pouvais, que j'étais plus fort que ça, et j'entends les artistes dire: ouais, pour moi c'est viscéral de remonter sur scène, c'est vraiment vital. C'est pas vital, ce qui est vital c'est de manger, de boire et de dormir, tu vois.
Mais je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon équilibre aujourd'hui, que ça faisait maintenant trop longtemps que je montais sur scène pour arrêter. Et que. Mais peu importe hein, la grandeur de la salle, hein, ce qui est important pour moi, c'est l'exutoire. C'est comme ça que je me suis toujours. J'ai toujours communiqué finalement, tu vois. Certains vont voir des psychologues et moi je monte sur scène. Et j'en ai besoin. Mais j'ai trouvé un médicament, le Comedy Club. J'ai une petite salle, j'y vais quand je veux, et c'est mon guérisseur. Donc même si je refais plus de tournées, ou même si les gens ne se déplacent plus pour une raison X ou Y, eh ben, j'aurai toujours cet endroit. Et donc voilà, je suis tiré d'affaire là-dessus. Et puis pour le grand écran et le petit écran, c'est tellement un outil incroyable que j'ai rencontré des gens avec des idées folles qui n'ont pas forcément la méthode, ce qui a été mon cas, avec l'usine de film amateur. Là d'un coup on donne la possibilité à des gens qui viennent de nulle part de faire. Après on verra comment ça vieillit dans leur tête, mais on n'est plus obligé d'être le cousin ou le fils de Claude Berry pour faire du cinéma, c'est ça que je disais en fait. Tu vois, voilà. Si on reste à Cannes encore 2 minutes, ce concours avec Samuel Eto'o, je veux dire, c'est l'essentiel, enfin, c'est ce qui restera. C'est quand même un truc incroyable. Est-ce qu'il y a eu une préparation? Alors, j'ai rien vu sur Facebook. Là, pour le coup, les images. J'ai pas voulu. C'était un peu trop prétentieux, tu vois, et par respect pour Eto'o, c'était peut-être un peu trop. Mais forcément, oui, c'est ce genre de choses. S'il devait rester 2-3 trucs, il y aurait ça. J'ai niqué Samuel Eto'o. C'est tout ce qui m'intéresse. Et puis Zizou quand même. Zizou. Ah oui. Non mais franchement, c'est vrai. D'abord, on a vécu en même temps que lui, on l'a vu jouer, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai, c'est une chance. Mais moi, je le connais. J'ai déjà discuté avec lui. Alors, il sera avec Platini, vous évoquez d'ailleurs avec Copa dans le spectacle, il sera à Nancy le 12 juin pour le jubilé d'Olivier Rouillet. Avec Platini et Copa? Ouais, enfin Copa, je sais pas, mais en tout cas Platini et Zidane seront là. Moi, je veux savoir ce qui vous fait encore rêver. Le 12 juillet? Non, le 12 juin. Le 12 juin. En fait, c'est dommage. Je ne suis pas là. Ah. Je serai avec Zizou le 10 juin à Marrakech pour le festival. On lance un festival d'humour à Marrakech. Voilà, c'était ça. Voilà, c'est la question sur le festival. Comment l'idée est née de ce festival? Ça fait des années qu'on veut faire un festival au Maroc. Ouais. Parce que d'abord, c'est au Maroc que j'ai commencé vraiment ma carrière. C'est les Marocains, via des associations qui m'ont permis de monter sur des scènes au Maroc et de m'épanouir finalement. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'envie de revenir d'une certaine manière et je ne savais pas comment, évidemment sur le plan artistique. J'essaie de monter des studios de cinéma au Maroc, je n'ai pas réussi, parce que ce n'est pas mon métier. Et j'ai vraiment, parce qu'il n'y avait pas les infrastructures, je pense. Aujourd'hui, on a des salles magnifiques à Marrakech, c'est enfin le cas, et surtout des artistes. Surtout des artistes de plus en plus nombreux. Et voilà cet échange est enfin possible. Je produis un artiste algérien que j'ai découvert sur le net qui s'appelle Abdelkader Secteur. Il joue en arabe, en algérien, pendant 2 heures. Ça fait pratiquement 1 an et demi au Comedy Club et c'est plein. C'est extrêmement drôle, il dit des trucs tout comme j'irai dans un stade en Algérie le jour où il y aura des femmes et il explique la différence entre les stades français et les stades algériens, c'est absolument à mourir de rire. Et aujourd'hui, fort de tous ces artistes et de ces infrastructures, on s'est dit c'est possible. Il faut évidemment beaucoup d'argent pour monter un festival, c'est notre problème, mais on a réussi à convaincre M6 de diffuser le spectacle, ce qui fait que on peut démarrer doucement, mais on a une programmation déjà absolument incroyable. Patrick Timsit. Ouais. Mais Gad Elmaleh qui vient. Ouais, je suis venu. Donc Florence Foresti, Gad, Patrick, Omar et Fred, Kev Adams, Malik Bentala et des invités absolument incroyables. Je vais juste terminer par le foot. Donc on l'a dit à l'instant, Platini et Zidane seront à Nancy le 12 juin. Il faudra prendre des photos. Hein. Parlez de tout l'allant dans votre spectacle. Je veux savoir ce qui vous fait encore rêver dans le foot aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, une équipe J'aime beaucoup Eden Hazard. Ouais. J'aime bien l'équipe de Lille pour leur audace, leur impertinence sur le terrain et leur espièglerie. Tu sens qu'ils s'amusent. Et on voit bien qu'ils développent un jeu assez rapide, tu vois. Tac, 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 saccadé, un peu comme le Barça. Ouais, et voilà,
le jeu. Ouais. Tu vois, quand les gens s'amusent et que ça se ressent, et forcément, bizarrement, on développe du beau jeu quand on s'amuse, quand il y a une équipe, quand il y a une cohésion. Je me souviens, l'équipe de France 98, ce qui nous a fait rêver, c'est que ils s'aimaient, ces gens, ils étaient entre eux et tu voyais qu'ils s'aimaient vraiment. Ils ont grandi ensemble, Lizarazu, Dugarry ou Zizou, tu vois, ils ont vraiment, ils ont mûri ensemble. Ce qui me fait rêver encore, c'est de voir le plaisir que peuvent prendre les gens, parce que je te jure, c'est ça qui est contagieux. Alors évidemment, on a plus Zidane, ça, c'est certain. Il y a Messi qui fait des trucs absolument incroyables. Mais c'est pas Zidane, quoi. C'est vrai, Zidane, il a une grâce particulière. C'est inqualifiable. Sérieusement, c'est vrai. Un extraterrestre. Non, il a un truc très félin, très chelou, très très beau, magnifique. J'adore ce mec. Si j'étais une meuf, j'aurais pécho, c'est sûr. On se donne rendez-vous le 4 octobre à Metz. Vous reviendrez? Ouais. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool.